Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Ce dimanche, je reçois pour vous Adama Kanazoe, président de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2015 et aujourd'hui conseiller spécial du président du FASO, chargé du secteur privé et des objectifs de développement durable. Monsieur Kanazoe, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Il y a un an, vous aviez l'ambition d'être le président du FASO. Aujourd'hui, vous vous contentez d'être le conseiller spécial du chef de l'État. Est-ce que c'est un deal qui a été passé ou bien est-ce que c'est un positionnement stratégique? Monsieur Koulibaly, merci beaucoup déjà. Je suis très heureux d'être donc sur les antennes de la RTB. Je suis d'autant plus heureux que c'est mon premier rendez-vous avec les téléspectateurs donc, de la télévision donc, au cœur des grands événements depuis le scrutin électoral donc, de 2015. C'est vrai, depuis très peu, je suis donc auprès du chef d'État qui m'a fait confiance et qui a souhaité donc que je l'accompagne dans sa mission, notamment en le conseillant sur les questions de secteur privé et également des objectifs de développement durable. C'est vrai, ça dépend du point de vue sur lequel on se positionne. Si on considère que c'est un deal entre un citoyen burkinabé qui a des compétences et que le chef d'État souhaite que ces compétences soient mises à disposition donc, du peuple burkinabé, oui, là c'est un deal. Mais si dans le deal, on met le fait que ce soit des positionnements qui sont purement complaisants, là, peut-être qu'on ne parle pas de la même personne parce que ce qu'on peut reprocher tout à Adama Kanazoe, sauf ses compétences techniques dans les domaines dans lesquels il exerce. Je pense que cela, on pourra repasser cela. C'est depuis la carrière que j'ai pu avoir au niveau professionnel, au niveau du secteur privé. Partout où je suis passé, s'il y a une chose qu'on m'a reconnue, ce sont mes compétences techniques. Et ce sont ces mêmes compétences techniques que j'ai l'ambition de mettre au service de mon peuple aujourd'hui. Entre nous, est-ce qu'il n'y a pas eu un marchandage politique? Non, il n'y a pas de marchandage politique. Vous savez, les partis qui étaient partis de l'ex-CEFOP, ces partis politiques-là, aujourd'hui, pour moitié sont aux côtés du chef de l'État, d'autres sont restés au niveau donc, du CEFOP. Par moment, on taxe ceux qui sont partis auprès du chef de l'État de personnes qui sont allées à la soupe. Ce sont des considérations qui sont loin de la réalité. Parce que la réalité, c'est celle-là. Beaucoup d'arguments ont été sortis pour justifier pourquoi un tel ou un autre est auprès du chef de l'État. Mais la vraie réalité et l'argument, le seul qui vaille, c'est que de façon tacite, c'est ce qui avait été convenu avec les partis de l'ex-CEFOP. Nous avions convenu que si un d'entre nous arrivait en tête des choses, l'ensemble des partis se mettaient donc autour de cette personne-là parce que nous avons fait une promesse au peuple burkinabé en lui demandant de mettre fin au dictat de l'ancien régime et lui proposer un nouveau deal pour le développement de notre pays. Et c'est ensemble que nous devions conduire ce processus-là. C'est pour cela que ceux qui sont allés sont ceux qui ont respecté cet accord tacite-là. Ceux qui ne le sont pas ont des raisons que je ne saurais ici démontrer. Vous étiez considéré comme un ovni apparu dans les ciels politiques burkinabés en 2014 avec la création de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Aujourd'hui que vous avez été premier conseiller spécial du président Roch Kaboré, est-ce qu'il n'est pas raisonnable de penser que le masque est tombé et que Adama Kanazoe et son agir n'étaient ni plus ni moins qu'un satellite créé de toutes pièces par le MPP dans sa stratégie de conquête du pouvoir? Non, je ne pense pas. Je pense que sur cette question, nous avons longtemps expliqué les choses. Et vous savez ce que c'est, plus qu'on explique, plus on a le sentiment de vouloir défendre l'indéfendable. Mais la réalité, c'est que l'AGIR est un parti politique qui est né simplement sur la base donc, j'allais dire, d'une prise de conscience de la jeunesse burkinabé qui a estimé à un moment donné que sa contribution dans le changement était une contribution qui ne devait pas se faire simplement en aval, mais devait se faire en amont. Et qu'il était important que les jeunes, de plus en plus, pensent à être présents au niveau des sphères de décision, pour que enfin, nous puissions influencer dès le départ les choses. C'est pour ça que nous avons eu l'idée d'y aller. Et ensuite, le président Roch Kaboré, comme le président Zéphirien Diabé, sont deux aînés que j'ai rencontrés au niveau du CEFOP, que j'ai rencontrés pour la première fois de ma vie au niveau du CEFOP. Et nous avons travaillé ensemble. Forcément, la plateforme commune que nous avions nous a forcément rapprochés tous. Et nous sommes allés à ces élections-là avec la ferme intention de faire en sorte que ce soit un insurgé, donc un parti membre de l'ex-CEFOP qui arrive aux affaires pour que nous puissions impulser
la dynamique de développement que nous souhaitions. Donc aujourd'hui, moi je suis dans mon élément. Les autres considérations, on ne peut pas empêcher les uns et les autres de spéculer sur des choses, mais la réalité c'est celle-là. C'est un jeune Burkinabé, à l'instar de tout jeune Burkinabé, c'est un citoyen burkinabé, à l'instar de tout citoyen burkinabé, que le président Macky Sall appelle à ses côtés pour travailler. C'est ça qui est le plus important à mon avis. L'ambition de voir la jeunesse aux affaires qui a été, on va dire, le discours dominant dans votre prise de parole politique pendant la campagne électorale. Est-ce que vous retrouvez cette ambition-là aujourd'hui dans la gouvernance Kaboré? Oui, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est déjà de féliciter cette vision du chef de l'État qui, en m'appelant à ses côtés, certes, appelle une compétence, mais également envoie un signal fort. C'est un clin d'œil qui est fait à l'ensemble de la jeunesse parce que moi, quand je suis à Kosiam, j'ai le sentiment que j'y suis par représentativité de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là devrait pouvoir se sentir représentée dans toutes ces instances-là. Et il n'y a pas que ces postes-là pour lesquels il y a eu beaucoup de publicité. Aujourd'hui, dans les administrations, vous trouvez beaucoup de jeunes qui sont à des responsabilités beaucoup plus importantes que par le passé. Donc l'impact que la jeunesse a eu sur les événements de 2014, finalement, ont constitué un accélérateur de la prise de conscience de l'ancienne génération qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte, il y a des jeunes qui ont des compétences, il y a des jeunes qui ont des ambitions pour ce pays-là et qu'il faille ouvrir absolument les vannes pour qu'ensemble nous puissions conduire. Donc nous sommes contents parce que nous avons le sentiment que notre action, à nous tous, jeunesse burkinabé, a permis de créer ce que j'appelle le pont générationnel, ce pont qui va servir finalement de relais entre l'ancienne génération et la génération qui arrive aujourd'hui. Vous avez fait l'essentiel de votre parcours professionnel dans le secteur privé, aussi bien au Burkina qu'à l'international, communicateur titulaire d'un DSS en marketing et publicité. Vous avez plutôt côtoyé le monde de l'entreprise que les milieux d'affaires. Vous avez plutôt, je vais dire, côtoyé le monde de l'entreprise et les milieux d'affaires que le monde politique. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher véritablement en politique? Je pense qu'il y a un lien étroit, parce que finalement, la politique définit le cadre dans lequel donc, ces affaires-là doivent se dérouler. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cela aussi que le chef d'État, connaissant mon background qui est très entrepreneurial, a pensé que de par cette expérience-là que j'ai, je pouvais effectivement, de ma position politique aujourd'hui, lui apporter les éléments qu'il faut pour que lui puisse mettre en place le bon écosystème pour qu'il y ait une vraie émergence du secteur privé au Burkina Faso. Donc pour moi, c'est deux éléments qui se rejoignent et qui peuvent aujourd'hui être considérés comme un véritable atout qui peut aider à impulser les choses. C'est connu, le contrôle du pouvoir politique est une des clés de l'accès aux ressources économiques, parce que de toute évidence, les détenteurs du pouvoir politique contrôlent les mécanismes d'enrichissement et d'accumulation des richesses. Est-ce que cette motivation à elle seule justifie également votre arrivée dans la sphère politique? Non, elle ne fait même pas partie des motivations qui justifient mon arrivée dans la sphère politique. Non, je vais dire, peut-être dans le sens, aussi je comprends votre question, dans le sens où ça peut être une clé pour créer un environnement propice à la création de richesses par le secteur privé. Si vous l'entendez dans un point de vue qui est positif comme ça, oui, je pense que mon entrée dans la sphère politique, la contribution que je vais apporter notamment pour améliorer le positionnement du Burkina Faso au niveau du doing business, pour améliorer globalement le climat des affaires, peut être bien vu. Mais s'il s'agit de venir créer des clans pour que des personnes s'enrichissent sur le dos du peuple, ce n'est pas du tout dans cette dynamique que nous sommes. Et je pense, parce que vous savez, nous avons aujourd'hui la chance d'être auprès du chef de l'État et de voir son modèle de gestion. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais au moins, une chose est sûre, il n'y a pas de gabégie. S'il y avait la gabégie, je pense que nous allions le sentir nous-mêmes d'abord, parce qu'on comprendrait qu'on est dans un environnement où on se laisse aller, où tout est donné. Mais non, aujourd'hui, vous avez auprès de l'État des gens qui sont là, qui travaillent depuis 6 mois, 9 mois comme bénévoles, qui n'ont pas de salaire. Je n'ai pas de salaire, moi, depuis 3 mois que je travaille à la présidence du Faso. Et vous vivez de quoi? Je vis déjà de mes économies, je vis de tout ce que je faisais avant pour m'aider, je vis également grâce à ma famille. Mais je vais dire, c'est un sacerdoce. Le chef d'État a invité l'ensemble de ses collaborateurs à un sacrifice. Il a un plan pour le Burkina Faso. Ce plan a besoin d'être déployé dans le temps. Il a besoin de ce temps. Et aujourd'hui, le sacrifice-là, chacun le consent au niveau de la présidence du Faso et au niveau de plusieurs institutions, sans que vous entendiez les gens se plaindre.
C'est parce qu'on a confiance en l'homme. C'est parce qu'on sent que l'homme, il est dans une vraie dynamique. Si ça avait été le contraire, personne n'allait accepter de se sacrifier pendant qu'on sait que celui qui est devant n'est pas prêt à consentir le moindre sacrifice. On dit qu'on ne peut mobiliser un homme que sur la base de ses intérêts. Si cet adage se vérifie, est-ce que quelque part vous n'attendez pas un retour sur investissement? Oui, on m'a mobilisé sur la base de mes intérêts. Oui, mon intérêt c'est le Burkina Faso. Alors, idéologiquement, vous vous réclamez de la gauche, plus précisément de la social-démocratie. Dans tous ces partis d'obédience sociaux-démocrates qui se positionnent, en tout cas au Burkina, ou qui se réclament comme tels, est-ce que vous n'avez pas trouvé un seul parti dans lequel militer pour aller créer l'Agir? Oui, c'est vrai. Du point de vue idéologique, il y avait effectivement la possibilité de s'insérer dans un parti politique. Mais je ne vous cache pas une chose qui a motivé les jeunes à aller vers un parti politique qui avait certes une obédience idéologique qui était social-démocrate, mais qui avait également, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un axe de communication qui était différent. L'axe de communication ici, c'était clairement inviter la jeunesse à prendre, à s'assumer, à participer véritablement à la gestion de la chose publique. Je vais aller plus loin, à prendre le pouvoir. C'était ça l'idée. Parce que moi, je l'ai toujours dit, la génération qui est aux affaires aujourd'hui, cette génération-là, pour moi, c'est une génération de champions. Figurez-vous que ces gens que vous voyez aujourd'hui sont ceux qui ont commencé depuis les années 80. C'est cette même génération qui a réussi, en 83, après la Révolution, à mettre en place au Burkina Faso un processus de développement avec à la tête un jeune chef d'État. Et cette génération qui a traversé le temps et qui aujourd'hui encore est aux affaires. Moi, j'appelle ça des champions. Ce que je pense, c'est que nous, la génération présente, nous devons faire en sorte de pouvoir nous assumer aussi. Nous devons faire en sorte de pouvoir trouver au sein de nous des leaders. Tout le monde ne peut pas être leader d'une génération. Quand il n'y a plus de chefs que d'Indiens, la guerre est perdue d'avance. C'est pour ça qu'il est important que, même quand on nomme un jeune à un poste de responsabilité, l'attitude que les jeunes devraient avoir, c'est d'abord s'en féliciter et voir comment ça peut constituer un levier pour l'émergence de l'ensemble de la jeunesse. Et non considérer la nomination d'un jeune systématiquement comme une situation d'affront aux autres jeunes. Non, c'est cette incapacité que notre génération a à se choisir des leaders, à s'allier derrière les leaders et à pousser, qui fait que malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes marginalisés. Notre intention était de changer les choses en créant un parti politique qui allait porter ce message-là. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements que nous tirons de tout ça. Nous avons compris un certain nombre de choses et il n'est pas évident que la dynamique dans laquelle notre parti sera dans les mois, années à venir, soit celle que nous avons connue à sa création. Est-ce que vous n'étiez pas dans la logique d'être tête de rat plutôt que queue d'éléphant? Oui, c'est un adage que les Burkinabés aiment bien. Ça peut peut-être être ça aussi. Mais moi, je vous ai expliqué le fond de mon idée et je pense que c'est assez bien explicite. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence la critique de l'actualité de la semaine par l'international avec le décès ce vendredi du leader Maximo. Fidel Castro a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. Après 50 ans passés, on va dire, à la tête de l'État cubain, comment est-ce que vous réagissez à cette disparition en tant qu'homme politique? Vous savez, la première attitude que j'ai eue quand j'ai eu l'information via les réseaux sociaux, c'est d'envoyer immédiatement un message de compassion à son Excellence Madame l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso. Parce que c'était une vraie perte pour l'humanité. Fidel Castro, père de la révolution cubaine, qui a réussi, nonobstant tous les obstacles qu'on a pu créer autour de lui, qui a réussi à conduire son peuple et qui a gagné la confiance de ce peuple-là. C'est ce qui est impressionnant. Fidel Castro a été taxé par les médias occidentaux de dictateur. On a voulu nous vendre un profil de l'homme qui n'a jamais marché au Burkina Faso. Ce que nous retenons au Burkina Faso, c'est que c'était un vrai patriote, un vrai révolutionnaire, un modèle pour le capitaine Thomas Sankara, qui lui-même était modèle pour nous, jeunes Burkinabés. Donc c'est une grande perte pour l'humanité, c'est un patrimoine aujourd'hui qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre que nous arrivions à préserver à travers notamment ces idées que nous allons continuer de véhiculer pour que la dignité de chaque peuple soit respectée et que l'aptitude de chaque peuple à décider pour lui-même ce qui est bon puisse être désormais inscrit comme un droit inaliénable dans ce peuple-là, dans ce monde, j'allais dire. Révolutionnaire anti-impérialiste, combattant de la liberté et de la dignité humaine, c'est votre point de vue. Oppresseur, dictateur, ennemi de la liberté, c'est également une façon de présenter Fidel Castro. Ce qui est sûr, au plan international, les réactions
sont assez contrastés sur la personnalité de Castro. Cette révolution cubaine, quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce que ça a véritablement répondu aux aspirations du peuple cubain? De ma position aujourd'hui, ce que je sais, c'est que dans plusieurs domaines de développement, Cuba est un modèle. Dans le domaine de la santé, notamment aujourd'hui, Cuba est un modèle. Cuba apporte aujourd'hui une coopération, un plan international dans le domaine de la santé. Et le Burkina Faso en est bénéficiaire. Je pense que ce peuple cubain a choisi un modèle de développement, un modèle politique qui lui a valu de connaître le développement qui est aujourd'hui. Certes, les insuffisances existent, mais dans tous les cas de figure, je pense que ce qui est important pour un peuple, c'est de pouvoir choisir par lui-même. Si Fidel Castro avait été cet oppresseur-là qui opprimait le peuple cubain, si Fidel Castro n'avait pas eu avec lui l'ensemble de ce peuple cubain-là pour mener cette politique, je doute fort qu'il lui fait plus de 4 décennies aux affaires et qu'il tire sa révérence de cette façon, c'est-à-dire qu'il parte, donc qu'il meurt simplement de sa belle mort. Je pense que les complots internationaux ont existé autour de ce chef-là. Il y a eu tout, mais il a eu avec lui son peuple. Et un peuple dressé, mais il n'y a rien de tel pour un leader. On peut prendre l'exemple de Burkina Faso. L'insurrection que nous avons faite ici n'est pas une insurrection qui a plu systématiquement à tout le monde. Mais les gens ont dû s'aligner sur la volonté de ce peuple burkinabé-là. Ceux qui étaient là avaient un réseau d'amis qui étaient disposés à les aider d'une façon ou d'une autre. Mais ils ont dû se résigner parce qu'il y avait un peuple qui voulait quelque chose et qui s'est choisi des leaders pour l'accompagner. Pour moi, Fidel Castro reste un grand homme. Aucun média, de quelque manipulation, façon que ce soit, ne pourra me convaincre du contraire. Ça reste un grand homme qui a ses limites. Le capitaine Thomas Sankara est une référence pour nous, mais il y a eu des erreurs dans la révolution burkinabé, comme il y en a eu forcément eu dans la révolution au niveau de Cuba. Je n'ai pas de doute que ce peuple saura se ressaisir et essayer donc de rectifier ce qui peut l'être. Mais oui, encore une fois, pour que chaque peuple puisse choisir son modèle de développement, son modèle de démocratie et qu'il puisse le conduire. L'embargo américain contre Cuba a toujours été sujet à caution. En tout cas, la communauté internationale est divisée sur le sujet. Le président François Hollande, à la faveur de la disparition de Castro, demande justement la levée totale de cet embargo. Le dégel entamé avec l'administration Obama ne semble pas du goût du futur locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui entend poursuivre, en tout cas avec Cuba, la politique similaire à celle qui était à l'œuvre pendant donc la guerre froide. Tout à fait. Quelle est votre analyse de ces relations-là? Nous avons été reçus par l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso qui nous a sensibilisé justement à cette question d'embargo-là, qui est une question qui fait souffrir ce peuple cubain. Tantôt, vous parliez de savoir si ce peuple cubain, finalement, avait tiré profit de sa révolution. Mais je pense que quand on lui met tous ces embargos, quand on met tous ces obstacles à son développement, il est très difficile, justement, d'atteindre l'ensemble des objectifs. Aujourd'hui, je pense que la guerre froide a existé. Aujourd'hui, nous devons changer de cap. Le président Obama a eu cette vision-là, a essayé de réchauffer ses relations. Pour la première fois depuis des années, un chef d'État américain a été à Cuba. Pour nous, c'était des signaux forts. C'est dommage que dans le camp républicain, malheureusement, aujourd'hui, il y ait une tendance à un retour à la situation de la guerre froide. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces murs-là sont brisés et le monde n'est plus à ce stade-là. C'est des politiques qui sont pour moi des politiques qui sont désuètes et il faut changer de cap. Il faut permettre aujourd'hui à ce peuple cubain-là d'entrer dans le Conseil des Nations et de continuer. On peut aider Cuba à améliorer ses processus démocratiques. On peut apporter des contributions à Cuba. Cuba n'est pas fermé à ces idées, mais Cuba refuse qu'on lui impose un dictat. Pour moi, c'est ce que je retiens. Alors, on a vu ces images de personnes, de Cubains ou d'exilés cubains qui, quelque part, se réjouissaient de la disparition de Fidel Castro. Comment est-ce que vous avez ressenti ces images? Fidel Castro, vous savez, il y a eu des anti-révolutions qui sont retournées. Vous vous souvenez de l'attaque de la baie des cochons? Ce sont ces fils cubains qui se sont exilés aux États-Unis, qui ont été finalement, j'allais dire, entraînés par les services secrets américains pour essayer de renverser le régime de Cuba. Ce sont des gens qui ont dit non à cette révolution, qui se sont mis dans le camp de l'Occident, dans le camp américain, pour essayer par tous les moyens de faire tomber ce régime-là. Donc je ne suis pas surpris que ces gens s'en réjouissent. Peut-être que c'était un combat de 50 ans qu'ils ont mené. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec la mort de Fidel Castro, ils sont arrivés à leur fin. Mais non, je pense que plus que Fidel Castro, c'est l'engagement du peuple cubain qui dit non
à ce dictat qui veut absolument lui imposer. Et plus que Fidel Castro, et comme disait le capitaine Thomas Sankara, on peut tuer Fidel Castro, il peut mourir de sa belle mort, mais il naîtra des centaines de milliers de Castro. Et je pense qu'aujourd'hui, les Cubains sont pour la plupart castristes, et ça, c'est indéniable. Qu'est-ce que vous opposez à ceux qui vous diraient que vous avez une vision par trop romantique de la révolution cubaine? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Sauf que ce sont des convictions profondes que j'ai. Je ne dis pas que tout est rose. Je n'ai jamais vécu à Cuba, moi. Ce que je sais, c'est que le peuple cubain, ce peuple cubain-là, a voulu cette révolution. Ce peuple cubain a suivi son leader. Après, qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans comme insuffisance? On ne peut pas balayer d'un revers de la main tout ce qui a pu se passer de négatif là-dedans. Mais ce qu'on dit, c'est que la révolution a ses erreurs qu'il faut corriger. Je sais que quand Raoul est arrivé, par exemple, il y a beaucoup de réformes qu'il essaie de mettre en place. Mais le plus important dans tout ça, c'est que cette révolution cubaine-là a eu des effets positifs parce que ce peuple a réussi, avec cette cohésion, finalement, qui lui a été imposée par l'attitude de ceux qui étaient hostiles, à faire avancer beaucoup de choses dans plein de domaines, comme je disais tantôt, où aujourd'hui Cuba passe pour j'allais dire, véritable expert dans ces domaines-là. La santé, tantôt que j'ai souligné. Mais comment est-ce que ces peuples-là qui ont décidé de faire un développement endogène ont réussi à régler des problèmes que nous, peuples qui avons accepté de travailler en collaboration avec le colonisateur, avec l'Occident, au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore au stade où nous n'avons pas encore trouvé de solution. Donc finalement, la panacée n'est pas d'un côté ou de l'autre. La panacée, c'est peut-être au milieu. Accepter que les gens choisissent, apporter le soutien pour trouver le juste milieu, comme on dit, la vertu y est. Alors, fidèle disparu, Raúl Castro qui annonce son départ du pouvoir en 2018, est-ce que vous pensez que l'expérience de la révolution cubaine va survivre aux frères Castro? Je pense. Là, je suis en train de prophétiser un peu, mais je pense parce que moi, avec les Cubains avec lesquels j'ai bavardé, ce que je sens, c'est que cette révolution-là, elle est populaire. Je n'ai pas le sentiment que c'est un clan qui a imposé une révolution à tout un peuple. J'ai le sentiment que cette révolution aujourd'hui fait partie du mode de vie des Cubains. Et je pense qu'il y a des réformes forcément également, parce que 50 ans, une révolution, 50 ans après, les enjeux sont différents. Le monde aujourd'hui n'est plus bipolarisé. Le monde aujourd'hui, c'est un village, comme on dit, planétaire. Les approches de relations bilatérales multinationales sont différentes. Donc il y a forcément des réformes qui vont être faites par Cuba. Donc oui, l'esprit de la révolution va persister. Les Cubains seront à jamais des enfants de cette révolution. Mais je pense qu'ils vont apporter des réformes également qualitatives pour améliorer les choses. L'actualité internationale, c'est aussi le sommet de la francophonie à Madagascar qui planche sur la problématique de la lutte contre le terrorisme en termes de réponse sécuritaire, mais également de prévention de la radicalisation. Le chef de l'État, Roch Kaboré, participe. Ce genre de grand messe, ça représente quoi pour le Burkina? Ça représente que le Burkina Faso est dans le Conseil des Nations. Ça représente que le Burkina Faso n'est pas en marge des grands sujets que le monde discute à certains niveaux de sphère. Ça représente que le Burkina Faso est un pays qui est considéré comme un pays qui a une contribution à donner dans ce genre donc, de dossiers qui touchent l'ensemble de la planète. Mais ça représente également que la thématique qui aujourd'hui est abordée est une thématique pour laquelle le Burkina Faso est très concerné. La question du défi sécuritaire aujourd'hui est un défi malheureusement auquel nous sommes soumis tous les jours que Dieu fait. Donc, et tout le monde est d'accord aussi pour dire que les actions isolées ne peuvent pas constituer des solutions durables pour régler ces questions-là. Donc, forcément, ce genre de rassemblement-là, pour discuter des sujets aussi importants, sont forcément source d'espoir et de solutions conjuguées pour pouvoir résorber ce genre de situation. Donc, oui, on peut estimer que ce sont des messes qui finalement n'apportent pas de solution parce qu'on considère qu'on a beaucoup de rencontres et finalement très peu de résultats. Mais peut-être qu'effectivement, à ce niveau-là, ces gens de messes-là devraient penser à être beaucoup plus concrets dans les actions. Je me souviens encore du président Kaboré, quand il sortait du sommet la TICAD avec le Japon, il a eu un discours très clair. Il a dit oui pour ce genre de rencontres, mais il faut que nous puissions avoir des actions concrètes désormais. Et moi, je vais vous dire une chose, le président Christian Kaboré est quelqu'un chez qui j'ai découvert du pragmatisme. Je vais dire, vous mettez deux événements, s'il n'y a pas d'intérêt, vous avez du mal à le convaincre d'y aller. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une approche systémique de participation tout azimut à tout type d'événement pour peu que les caméras soient là pour le filmer. Non,
C'est quelqu'un qui est très pragmatique et qui a besoin de choses concrètes. Et nous, on répète chaque jour, hein, qu'est-ce qu'on y gagne? On fait quoi là-bas? Et ce sont des questions qui sont pertinentes parce que, in fine, quand vous êtes ainsi dans cette dynamique-là de réflexion intérieure vous-même, quand vous êtes challengé à ce point, vous commencez à faire le tri entre les événements qui arrivent. Le nombre d'invitations aux événements qu'on reçoit à la présidence du Faso, vous n'avez pas idée. Mais le président voyage très peu. Et même si certains pensent qu'il voyage trop, je suis désolé, le président voyage très peu. Moi, je vous dis, par rapport à ce qu'il reçoit, le tri qu'il fait, mais c'est un véritable exercice de tri qui est fait. Et le président part uniquement dans les endroits où il estime que le Burkina Faso peut tirer des profits. Cette question de la francophonie, cette thématique sur les défis sécuritaires, s'il y a des pays qui en ont besoin, c'est bien les pays aujourd'hui, c'est l'ensemble des pays du monde, mais c'est le Burkina Faso aussi, parce que nous sommes confrontés à cela. Pour peu que nous puissions avoir des vraies solutions et des vraies approches pragmatiques sur le terrain pour que nous puissions mettre en œuvre ces résolutions-là. Justement, on va peut-être ouvrir une fenêtre sur le défi sécuritaire, ou disons sur la prévention de la radicalisation, notamment pour les jeunes. Vous êtes jeune aujourd'hui, il est connu que l'un des terreaux du terrorisme, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives sur cette problématique de la radicalisation dans un pays comme le Burkina, où véritablement la question de la pauvreté et de l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure? Oui, je pense que à cette question, je vais commencer par une approche qui dépasse le cadre du Burkina. Alors, c'est un sujet qui est une réalité. Vous savez, dans la plupart des pays africains, nous sommes dans la phase qu'on appelle la phase de la transition démographique. Donc, nous sommes en train de plus en plus d'avoir une population qui est comprise entre 15 et 35 ans, qui constitue la plus grande partie. Donc, nous avons un milieu de notre pyramide des âges qui s'élargit et nous avons un sommet qui est de moins en moins effilé et une base qui est petite. Donc, nous avons beaucoup plus de Burkinabés qui sont compris dans cette tranche d'âge-là. Et c'est une tranche d'âge où on a la capacité de production, parce que ce sont des forces de production qui sont là. Ce qui se passe, c'est que nos pays n'ont pas anticipé cette situation-là, parce que cette transition a commencé depuis un moment. Le dividende aujourd'hui, il faut le capitaliser. Mais malheureusement, comme les bons investissements n'ont pas été faits par la plupart des pays africains, notamment malheureusement avec des solutions qui ont été proposées, notamment dans le cadre du PASS, qui sont des solutions notamment qui ont décidé de jeter un regard moins important sur l'éducation, sur la santé, les secteurs sociaux. Mais quand vous n'avez pas formé pendant 20 ans cette génération, cette vague qui arrive, quand elle n'est pas formée, quand cette vague n'a pas les compétences qu'il faut pour pouvoir apporter, devenir une force de production, mais l'effet contraire, c'est qu'elle devient une bombe sociale. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à un point d'achèvement de ce processus de transition démographique, avec un dividende important, mais comment le capitaliser? C'est la vraie question. Nous avons une grosse masse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, qui malheureusement est en pâture à tous les vices. Et c'est pour cela que c'est devenu un terreau favorable pour tous ceux-là qui aujourd'hui procèdent à la radicalisation de ces jeunes, et très souvent pour des questions pécuniaires. Malheureusement. Donc oui, cette situation est très difficile. C'est pour ça que nous devons penser des politiques. Pour commencer à résorber la question de l'employabilité des jeunes à travers une amélioration du système éducatif pour faire en sorte que ce ne soit plus l'éducation qui produit des chômeurs. Mais nous avons également aujourd'hui un paquet qui est là, pour lequel il faut trouver des solutions. C'est pour cela que des initiatives, notamment qui sont lancées chaque jour que Dieu fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc., sont encouragées. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant que conseillers du chef d'État dans ce domaine-là, nous devons travailler pour que le Burkina Faso crée un écosystème pour absorber ces jeunes-là, les premiers à absorber avant que justement les radicaux puissent les absorber. Mais oui, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de situation parce que nous avons malheureusement une population jeune qui est très vulnérable. Vous savez comment c'est difficile de comprendre que à l'époque, à la période de votre vie où vous avez le plus de force, à la période de votre vie où vous avez le plus de capacité de production, vous soyez en ce moment-là malheureusement considéré comme une force vulnérable. C'est assez paradoxal, mais c'est la situation que nous vivons et il faut travailler à résorber. Alors, on revient sur d'autres questions de politique intérieure, avec la remise ce vendredi de 3 militaires de l'ex-RSP aux autorités burkinabées par la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Roger Koussoubé, dit le Touareg, et de 2 autres militaires, tous recherchés dans l'affaire du coup d'État du 16 septembre et de l'attaque de la poudrière de Yimdi. Tout à fait. Alors, l'annonce a été faite par le ministre Simon Compaoré. Comment est-ce que vous voyez cette actualité-là? Oui, pour nous, c'est un gage de bonne foi de la part du gouvernement ivoirien. C'est également le signe, en tout cas, que ces deux gouvernements, le gouvernement ivoirien et le gouvernement burkinabé, et à travers ces deux gouvernements, ces deux peuples-là, tiennent à garder absolument intacts les liens séculaires, les liens historiques, les liens géographiques qui lient nos deux peuples. Vous savez,
à l'issue donc de l'insurrection populaire, il y a eu véritablement cette migration. Et du coup d'État d'ailleurs, cette migration donc de ceux qui se sont considérés désormais comme ceux qui ont soutenu le projet du président Christian Kaboré, du président Blaise Compaoré, qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas systématiquement dans une chasse aux sorcières. Mais le Burkina Faso demande simplement à la Côte d'Ivoire de faire en sorte que son pays ne constitue pas une base arrière pour ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Et quand le Burkina Faso indexe des personnes comme des personnes qui sont potentiellement dangereuses pour la stabilité du Burkina Faso, et qu'en retour, le gouvernement ivoirien répond favorablement en livrant ces citoyens burkinabés à leur pays, pas pour qu'ils soient systématiquement condamnés, mais pour qu'ils passent par tous les lois de la justice et que la vérité soit faite. Et que ceux qui n'ont rien à se reprocher puissent vivre dignement au Burkina Faso et que ceux finalement qui constituent des vraies menaces, qui ont entrepris des choses dans ce sens-là, puissent également répondre devant la justice. Donc pour moi, c'est une très bonne collaboration, un gage de confiance renouvelée entre les deux gouvernements. Nous souhaitons simplement que cette collaboration puisse continuer pour le bonheur de nos deux peuples. Certains se disent que le Touareg et les deux autres auraient dû être livrés en même temps, notamment que Moussa Nébié, par exemple. Pourquoi a-t-il fallu attendre tout ce temps pour que cela advienne aujourd'hui? Je saurais répondre à cette question, mais je dirais simplement qu'il n'est jamais tard pour bien faire. L'essentiel pour nous, c'est que ces gens soient mis hors d'état de nuire. Alors, il y a un autre fait qui n'a pas de corrélation directe avec la livraison du Touareg et de ses compagnons au Burkina, c'est la liberté provisoire accordée à Luc Adolphe Thiaw, le dernier chef du gouvernement de l'ère Compaoré. Il ne demeure pas moins qu'une partie de l'opinion voit une coïncidence troublante, en tout cas, entre ces deux faits-là. L'argument, c'est que l'annonce de l'arrestation des ex-RSP est l'écran de fumée pour faire passer la pilule de la libération de Thiaw. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'analyse? Mais je pense que d'abord, il s'agit de deux sphères différentes. Pour la libération provisoire de l'ancien chef de gouvernement de Blaise Compaoré, il s'agit de décision de justice. Si je ne m'abuse, c'est une décision de justice. Et ensuite, on parle de coopération bilatérale entre deux pays, dans le cadre notamment de la livraison de Moussa Nébié. C'est vrai que c'est une décision de justice au départ qui demande l'extradition, mais il y a là derrière comme le président Ouattara lui-même l'avait si bien dit, la voie diplomatique également qui joue ici. Donc je pense que la coopération, elle peut être liée simplement à la temporalité, dans la coïncidence des choses, mais dans la réalité des faits, nous avons deux choses qui sont très différentes. Et la liberté provisoire accordée à Luc Adolphe Thiaw peut choquer l'opinion, et moi je le comprends. Parce qu'en tant qu'insurgé, chaque fois que j'entends que quelqu'un qui a participé à un coup d'État, ou quelqu'un qui a participé à ce qui est arrivé malheureusement à tous ces martyrs qui sont tombés, est libéré, on est choqué. Mais en même temps, la justice nous dit que ce sont les règles de justice, ce sont les procédures, et que l'incarcération est l'exception, et que la règle en général, tant que la personne ne constitue pas une menace directe, nous on fait confiance à la justice-là, et on estime que tous ces gens qui ont été libérés, provisoirement ou pas, ce qu'on demande à la justice, c'est de trancher définitivement sur ces questions-là. Ce n'est pas la liberté provisoire ou la détention permanente qui nous intéresse, c'est qu'on veut savoir qui a fait quoi dans ce pays-là, et que chacun réponde pour les forfaits qu'il a pu poser dans ce pays. C'est tout ce qu'on demande à la justice. Et c'est sans vouloir nous ingérer dans son mécanisme intérieur, nous demandons simplement au juge d'entendre le cri de cœur de ce peuple-là. Quand vous discutez avec les populations, quand vous leur demandez de hiérarchiser aujourd'hui leurs préoccupations, en premier vient systématiquement les questions de justice. Les questions de justice. Ça veut dire que ce sont les hommes de droit de ce pays, les hommes de la justice qui sont interpellés par ce peuple-là. Nous leur demandons de trouver les moyens pour mettre de la célérité dans le travail qu'ils font. On ne peut pas se mettre à leur place, on n'est pas juge à leur place, mais qu'ils entendent le cri de cœur de ce peuple et qu'ils se mettent justement dans les dispositions pour dire le droit le plus vite possible pour que si Luc Adolphe Thiaw n'a rien à se reprocher, qu'on le laisse rejoindre sa famille et qu'il vive paisiblement. S'il a des choses à se reprocher, qu'il réponde devant la société burkinabé et on n'en parle plus. Donc je pense que vraiment la question c'est celle-là aujourd'hui, plus que ces épiphénomènes que nous avons, des libertés à gauche ou à droite. Demain ça sera le tour de quelqu'un d'autre, on sera encore choqué. On ne va pas être choqué tous les jours que Dieu fait. On veut une décision définitive, un règlement de ces différents dossiers-là. Il y a la question de la réconciliation nationale également. Certains estiment qu'on ne peut pas être en insurrection permanente et que peut-être qu'il serait temps d'aller à la réconciliation pour apaiser les cœurs, pour tourner la page et permettre au Burkina d'avancer, plutôt que d'être là tout le temps dans cette rhétorique sur la vérité et la justice.
Je suis d'accord parce que ce manque de justice-là constitue aujourd'hui un boulet au pied de Burkina Faso. On a le sentiment par moment de vouloir un véhicule avec le frein à main qui est tiré. Parce qu'on n'arrive pas à tirer tout le monde vers le développement qu'on souhaite, parce qu'il y en a qui ont besoin qu'on pense leur plaie. Il y en a qui ont besoin qu'on résolve les gros dossiers. C'est pour cela qu'on dit aux uns aux autres qu'on ne peut pas faire de réconciliation en voulant faire l'économie de la résolution de ces dossiers pendant-là. La justice, la vérité sur les dossiers, c'est une condition sine qua non pour aller vers la réconciliation. Moi, je ne peux pas pardonner à quelqu'un si je ne sais pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont besoin de savoir ce qui est arrivé à leur mari, à leur frère, à leur sœur. Il y a des familles qui ont besoin de savoir pour pouvoir faire le deuil. Ce sont des choses pour lesquelles on ne pourra jamais faire l'économie. Quand on arrive à se faire des illusions, il ne peut pas y avoir de réconciliation en passant par perte et profit, tous ces passifs-là. Il est important pour les Burkinabés de se regarder en face et de se dire la vérité. Il faut juger tous les dossiers pendants de la République pour qu'enfin nous puissions nous pardonner et pour qu'enfin, ensemble, nous puissions amorcer le développement. Sinon, ça va être très compliqué. On arrive à une actualité qui a beaucoup marqué les esprits cette semaine, c'est la grève du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, une grève de 72 heures sans service minimum. Ce durcissement de ton du SYNCHA, comment est-ce que vous le comprenez? Est-ce qu'il s'agit d'une surenchère syndicale ou d'une volonté réelle d'amener le gouvernement à examiner avec sérieux les revendications des travailleurs de la santé? Non, moi je peux pas tirer à boulet rouge ce SYNCHA. Je peux tout faire sauf tirer à boulet rouge ce syndicat-là. Vous vous souviendrez qu'au plus fort de l'insurrection populaire, pendant qu'on tirait à balles réelles sur les gens, ces médecins-là, ces infirmiers-là, ces bancadiers ont bravé toutes ces balles-là pour venir à l'hôpital pour sauver des vies. On peut dire que ces gens-là ne tiennent pas à la vie humaine des Burkinabés? Non, c'est faire preuve d'une mémoire très courte. Pour moi, c'est des revendications légitimes d'un corps de métier qui estime qu'il a droit à mieux. Et le président Christian Kaboré considère ces revendications-là comme légitimes, à l'instar des autres revendications des autres corporations. Aujourd'hui, ce que le président dit, c'est qu'il ne peut pas résoudre tout ça maintenant. Pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas résoudre ça maintenant parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, malheureusement, n'a pas les moyens d'aller vers cela. Vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, mais malheureusement, vous savez, c'est comme on dit, quand vous réglez un problème ici, c'est comme une espèce de boîte à Pandore. Vous réglez un problème là, ça s'ouvre par là, c'est très difficile à faire. La loi 081 qui a été finalement adoptée est venue régler le problème d'une grande partie. Aujourd'hui, on parle de la loi 038 qu'il faut regarder également pour résoudre d'autres problèmes. À chaque fois qu'on résout ce problème, il y a une incidence financière. Cette incidence financière-là, elle ne peut pas être absorbée par le budget actuel de Burkina Faso. Le Premier ministre vous l'a dit, plus de 50%, quasiment 50% de notre budget, aujourd'hui, est accordé au traitement salarial des fonctionnaires. Est-ce que nous pouvons continuer d'aller dans ce sens-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est impossible pour le chef de l'État de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'il est important aussi que le dialogue, tel qu'il a été pensé par le gouvernement, tel qu'il est mené de main de maître par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, que ce dialogue permanent-là soit maintenu et perpétué. Et que jamais il y ait une rupture dans le dialogue. Ce qui s'est passé avec le SYNCHA, c'est un cri de cœur d'un syndicat. C'est malheureux parce que les victimes sont les pauvres populations. Mais on ne va pas tirer à boulet rouge sur ces gens-là. En fait, ce qui fait le buzz, c'est cette affaire de service minimum. Je suis d'accord. Peut-être que ces personnes ont estimé qu'après avoir essayé plusieurs méthodes de lutte, elles pensaient peut-être envoyer un électrochoc pour que les questions soient véritablement prises en compte. Mais vous avez vu, aux premières heures, dès la fin de l'ultimatum, ils étaient à leur poste. Moi, j'ai suivi tous les reportages, radio et télé, ils étaient tous à leur poste. Ça veut dire que c'est des gens qui sont assis chez eux, qui ne sont même pas contents de la situation, mais qui se sont sentis peut-être contraints parce qu'ils se disent on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on envoie un signal fort pour qu'on nous prenne au sérieux. Oui, c'est regrettable. Oui, désormais, il faut faire en sorte que pour ce genre de grève-là, il y ait le service minimum parce que même le parent d'un de ces médecins peut être dans une situation difficile. Donc, il faut que les méthodes de lutte soient qu'on sache proportion gardée parce que l'impact sur les populations est trop fort. Et ce même peuple-là qui a subi 27 ans d'un régime dictatorial, ce même peuple-là qui est sorti pour dire non, il n'est pas normal que ce peuple-là souffre. Je dis toujours, s'il y a un peuple qui mérite aujourd'hui l'attention de la communauté internationale, s'il y a un peuple qui mérite que tout le monde l'aide, c'est ce peuple burkinabé parce que c'est un peuple qui a fait quelque chose de très fort.
Donc les syndicats, aujourd'hui, ont des revendications que nous trouvons légitimes. Personne ne va les mettre là en cause, mais nous allons demander aux syndicats de donner un peu de répit au président Christian Kaboré, parce que si on l'accule trop, au dernier moment, ça va être très difficile pour lui de pouvoir impulser une dynamique qui puisse avoir une transformation structurelle, finalement, de notre économie, de notre développement. On va toujours rester sur le front social, hein. Il y a le syndicat national des impôts également qui a observé, qui a débrayé. La période actuelle est même qualifiée quelque part des printemps des protestations et des revendications. Certains attribuent en tout cas la faute au gouvernement qui aurait commis le péché originel d'accorder un certain nombre d'avantages, notamment au corps de la magistrature. Oui, on le dit très souvent, mais moi j'ai envie de dire aussi qu'il y a un avantage, des avantages qui ont été concédés à l'ensemble des fonctionnaires, en tout cas à une grande partie des fonctionnaires, à travers notamment la loi 081 aussi. Ça aussi, on pourrait en parler un peu. Oui, on ne va pas toujours ressasser la même chose parce que les fonctionnaires, les magistrats ont eu... Non, l'idée du président, c'est qu'on puisse redistribuer à tout le monde. Peut-être que dans la planification des choses, aujourd'hui, il y a eu une résolution d'une situation, mais tout le monde ne va pas s'appuyer sur cela pour finalement acculer le pays, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça va impacter la productivité de notre pays. Et quand ça va dans cette situation-là, peut-être qu'on ne sera pas une situation où on va revendiquer des salaires, et on sera en train de prier Dieu pour avoir nos salaires que nous considérons misérables aujourd'hui à un moment donné. Parce que si la force de production n'est plus dans la productivité, si on n'arrive plus à générer des revenus, aujourd'hui comme les impôts, aujourd'hui qui ont eux-mêmes estimé les pertes journalières, je crois autour de quelques milliards, donc ils sont conscients de ce que c'est en termes de pertes pour ce pays-là. Il ne faut pas continuer dans ce sens-là. Je l'ai toujours dit, je le redemande. J'ai pas peut-être je ne suis pas la voix la mieux autorisée, mais il faut un répit pour le chef de l'État. Il faut un répit pour ce gouvernement-là, pour qu'il puisse mettre en branle son programme de développement, le PNDS. Et après, je pense que on pourra s'asseoir tous ensemble et évaluer et regarder les retombées et redistribuer. Parce qu'on ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Il a déjà dit lui-même, le chef de l'État. Alors aujourd'hui, quelle est la marge réelle de manœuvre du gouvernement Kabatieba face un peu à toutes ces protestations, tout azimut? Le gouvernement est déjà à plus de 15% au-dessus de la norme UEMOA pour ce qui est de la part des salaires dans le budget de l'État. Quelle marge de manœuvre vous voulez que ce gouvernement ait? Il n'a plus de marge de manœuvre. Il n'a aucune marge de manœuvre. C'est un appel patriotique qu'il faut lancer à nos frères et à nos sœurs pour donner un répit à ce gouvernement. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Le gouvernement doit avoir un discours franc, doit avoir une négociation franche avec ses syndicats pour qu'on lui donne du répit, pour qu'il puisse mettre en branle sa politique et qu'ensemble, on puisse prendre des engagements pour mieux redistribuer les choses par la suite. Sinon, il n'y a plus de marge de manœuvre. Comme vous l'avez souhaité, le dialogue social n'est pas interrompu pour autant. Vendredi, une rencontre entre le Premier ministre Paul Kabatieba et l'unité d'action syndicale a permis, entre autres, de s'accorder sur la création d'une commission gouvernement syndicat en vue de la relecture de la loi 033 qui régit le personnel des établissements publics de l'État, resté en rade après l'adoption de la loi 081. Selon vous, c'est une alternative crédible pour faire baisser le mercure social? Vous le percevez peut-être comme ça. Ce n'est pas une méthode, j'allais dire, perfide, hein, pour pouvoir baisser le thermomètre social. Non, je pense que c'est une vraie volonté de maintenir le dialogue. Et c'est même par anticipation que le chef de gouvernement a demandé à l'unité syndicale de réfléchir ensemble sur justement cette question de la loi 033. Donc, ça montre qu'il y a une vraie volonté de la part du gouvernement de continuer à discuter les acteurs sociaux. Ça montre également que ce gouvernement-là est de bonne foi. Et je pense que c'est très bien, ce cadre-là. Il va permettre, en tout cas, de pouvoir élaguer un certain nombre de choses, mais surtout de faire de la planification ensemble, parce que finalement, c'est parce que tout le monde veut tout de suite, que c'est très difficile. Mais si on planifie les choses dans le temps, il y a des chances qu'ensemble, on puisse suivre les différents impacts et puis s'accorder à chaque fois. À l'Assemblée nationale, la loi sur le statut des personnels des forces armées nationales a été revue et corrigée. Il n'existe plus d'ambiguïté, en tout cas sur la possibilité offerte aux militaires d'accéder à des fonctions politiques comme de participer à un gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de ces précisions qu'on a eues avec la relecture de cette loi à l'hémicycle? J'ai cru comprendre que l'argument, c'était que le Burkina Faso ne peut pas se payer le luxe de se passer des compétences d'un de ses fils, fut-il
militaire. Donc, sur cet angle-là, je pense que oui, si nous avons des médecins qui peuvent apporter une contribution réelle, notamment à travers des postes qu'ils occuperaient au niveau donc, de l'administration publique, c'est pas mauvais de le faire. Si nous pensons que nous avons des compétences qui peuvent être mises à contribution, il ne faut pas se payer ce luxe-là. Est-il utile pour autant qu'ils viennent dans un gouvernement? Le gouvernement, je pense, c'est un poste de responsabilité aussi, qui a un certain niveau, certes, mais ça reste une responsabilité. Si on estime aujourd'hui que pour des questions sécuritaires, on a besoin d'un homme de ce corps-là pour piloter l'appareil sécuritaire burkinabé, pour pouvoir définir comment on appelle ça, notre politique en termes de sécurité et autres, si on estime qu'on en a besoin, je pense qu'il ne faut pas s'en priver non plus. Il y a forcément des domaines dans lesquels on peut avoir des compétences, surtout dans l'armée. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, tout ça se passe dans un contexte global où les insurgés ont le sentiment qu'il y a une remise en cause des acquis de l'insurrection. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que l'insurrection était une période, certes, de grande prise de conscience de la part de notre peuple, mais aussi d'un peu d'euphorie. Il ne faut pas se le cacher. Donc il y a par exemple des textes qui ont été adoptés pendant l'insurrection qui comportent des contradictions par rapport à des textes existants. J'en discutais un peu avec des juristes. Ça existe ces textes-là malheureusement. Et aujourd'hui, pour avoir des décrets de mise en œuvre, d'application de ces tests-là, on a du mal parce qu'on se rend compte qu'il y a des contradictions profondes avec un certain nombre de tests existants. C'est dommage. C'est notamment le cas des miniers. Vous savez par exemple que la loi qui dit que les miniers doivent désormais donner 1% des revenus pour... Cette même loi est en contradiction avec les avantages fiscaux qui ont été donnés aux miniers qui ont investi au Burkina Faso parce qu'il était question qu'aucune autre forme d'impôt leur soit imposable. Par exemple, aujourd'hui, les tests d'application dans ce domaine est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, il y a des choses, forcément, sur lesquelles il va falloir revenir. Donc, tout un sujet que nous sommes, nous allons devoir accepter que partout là où il y a à rectifier, ce soit fait. Est-ce que revenir, ce n'est pas vider l'insurrection de sa substance? Non. La substance de l'insurrection, mais c'est cette veille citoyenne-là. Aujourd'hui, vous voyez quel ministre qui peut se permettre ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous voyez quel gouvernant de ce pays-là qui peut se permettre ce qu'il veut. Je pense que ce que les Burkinabés ont réussi et qui est formidable, c'est définitivement d'inscrire la démocratie comme seul mode de gouvernance au Burkina Faso. Vous n'avez pas une alternative. Il n'y a pas d'alternative pour qui que ce soit. Aucun président au Burkina Faso ne fera plus de 2 mandats. Aucun président au Burkina Faso ne pourra se permettre un certain nombre de choses. Aucun fils de ce pays-là, parce qu'il a une responsabilité, pourra désormais se permettre la gabégie. Ce sont des choses qui sont des acquis. Après, tout ce qu'il y a autour, les tests que nous devons mettre en place sont malheureusement des sujets d'une technicité avérée. Et acceptons que les techniciens puissent nous éclairer sur des sujets. Si, tant il est vrai que ces questions-là peuvent malheureusement être confligènes par la suite, il est important de pouvoir intervenir là-dessus. Donc on ne va pas rester dans une euphorie perpétuelle. On va s'asseoir, on va tout tasser. Il y a des acquis qui sont les bases de la gouvernance au Burkina Faso, sur lesquels personne ne reviendra, mais pour tout le reste, nous allons élaguer pour avoir les meilleurs choix possibles pour notre peuple. Alors une partie de l'opinion reste quand même sceptique car elle considère que cette loi, c'est une porte ouverte pour la gestion du pouvoir d'État par l'armée, un scepticisme alimenté aussi par les interrogations sur la pertinence et l'opportunité des dispositions autorisant les militaires à occuper des fonctions politiques. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais des garde-fous aussi qui ont été mis en œuvre, alors, qui ont été en tout cas répertoriés. Je sais par exemple qu'il est interdit à tout personnel de l'armée de faire de la politique, en tout cas d'appartenir à un parti politique notamment. Et au Burkina Faso, la conquête du On vient pouvoir, dans un gouvernement pour appliquer une politique. Oui, mais là on est au service, de son peuple en ce moment-là. Donc on n'est pas en train de faire de la politique parce que certes, le président Christian Kaboré est venu avec le MPP qui est un parti politique, mais désormais le président Kaboré est le président de tous les Burkinabés. Il est au service du Burkina Faso. C'est l'État. Il met en œuvre son programme politique. Il met en œuvre son programme politique qui a été choisi par le peuple. Par le peuple. Donc désormais, il est le président du peuple burkinabé. Donc il n'est pas dans la statut d'un homme politique, dans le sens où il va à la conquête du pouvoir. Il est désormais un homme au service d'un peuple. Ça c'est important, c'est l'État. D'où viendrait le fait qu'un ministre du gouvernement ne se considérerait pas comme un politique? Mais vous avez des ministres qui sont purement des techniciens. Ça existe.
pas seulement qu'au Burkina Faso, partout dans le monde. Il y a des gens qui sont venus aux affaires tout simplement parce qu'on a pensé qu'ils avaient une technicité dans certains domaines pour travailler. Vous avez des pays où même les chefs de gouvernement ne sont pas systématiquement des hommes politiques. Donc je pense qu'il faut éviter l'amalgame. Les militaires, certes, peuvent venir servir l'État, mais les militaires ne sont pas appelés à être des politiques. Si cette frontière n'est pas assez bien définie, alors qu'on la définisse. Dans l'entendement de nous tous, les militaires ne peuvent pas aujourd'hui prétendre au pouvoir politique. C'est ça l'entendement que nous avons. Ils peuvent prétendre à servir l'État, mais pas au pouvoir politique. Pour nous, c'est assez clair. Mais s'il y a des ambiguïtés dans les tests, ben, nous allons tous travailler à ce que tout ça soit bien précisé. Dans l'analyse, certains estiment également que ce texte, dans sa révision, est quelque part en porte-à-faux avec le principe de la subordination du militaire aux politiques en démocratie. Oui, sauf que pour moi, c'est vrai, le militaire, en tant qu'autorité militaire, il y a forcément une subordination par rapport aux politiques parce que les politiques, c'était clair ici au Burkina Faso, les militaires doivent se soumettre au pouvoir politique. Mais en l'occurrence, on parle d'une fonction, une autre fonction de l'État burkinabé. Je ne pense pas qu'il y ait ici un conflit à ce niveau-là, sauf si on a vraiment, malheureusement, ce sentiment de méfiance qu'on a tous par rapport à l'armée, justifie un peu toutes ces analyses qu'on fait où il y a à boire et à manger, comme on dit, parce qu'il n'y a pas que du verre, il n'y a pas que du faux là-dedans. Mais, à mon sens, cette nouvelle loi-là, qui permet de profiter des compétences d'un militaire qu'on met au service de l'État burkinabé, n'est pas fondamentalement une invite à une ingérence dans la vie, dans la politique pour les militaires. Je pense que sur ce sujet-là, la loi est assez claire dans tous les cas. L'actualité parlementaire, c'est aussi l'épée de Damoclès qui plane sur la tête du député Salifou Sawadogo du CDP. Le commissaire du gouvernement demande la levée de son immunité parlementaire pour l'entendre, notamment dans le dossier du coup d'État du RSP. L'intéressé, en tout cas pour le moment, reste planqué à l'hémicycle derrière son immunité. Dans son camp, on parle de justice partielle et parcellaire. Quelle est votre opinion? Non, je pense que nous sommes tous justiciables et que chacun de nous devra répondre des faits qui lui sont reprochés. Le député, aujourd'hui, jouit d'une présomption d'innocence, comme tout Burkinabé. Aujourd'hui, la preuve n'est pas établie sur les faits, mais il y a des soupçons forts sur sa participation, notamment au niveau du coup d'État. Je pense qu'il y va de son intérêt à lui-même, pour laver son honneur, d'accepter justement qu'il puisse être soumis à une enquête, qu'il puisse être soumis donc à cette procédure-là, pour que définitivement son honneur soit lavé. Parce que s'il se planque derrière son immunité, cette immunité-là va être levée un jour et il va devoir passer forcément par cette case justice-là. Pour moi, c'est quelqu'un, et ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il a montré toute sa disponibilité à répondre devant le juge. Donc je ne pense pas qu'il a l'intention de se planquer derrière son immunité. Il y a juste une procédure qui a bien été enclenchée, qui a un ensemble donc d'étapes qui va être mise en œuvre, mais qu'il réponde. Moi je lui conseillerais en tant que jeune frère qu'il réponde donc devant la justice et qu'il soit lavé s'il n'a rien à se reprocher. L'actualité, c'est aussi le renouvellement des chambres consulaires. Il est question de fraude et de fraudeurs présumés. Entre les mains de la police, la justice également s'en mêle, entre autres, dans une procédure intentée par Safiatou Lopez Zongo, candidate malheureuse, à ces élections. Comment vous appréciez tout ça? Déjà, il faut dire que sur l'élection consulaire de façon globale, il y a eu plus de peur que de mal. Parce qu'il y a eu beaucoup de tambouilles avant donc, ce scrutin. On a pu penser à un moment donné que les choses pouvaient tourner très très mal. Mais il y a eu une élection qui s'est passée de façon assez paisible, de façon générale. Maintenant, à l'issue du scrutin, il y a des candidats qui estiment qu'il y a eu, de la part de d'autres candidats, des cas de fraude. Il y a certaines fraudes qui ont été avérées à la suite des différentes enquêtes de la police. Pour moi, il faut que, dans ce cas de figure-là, les tests en vigueur, les procédures qui sont prévues dans ce sens-là, puissent être mises en œuvre et que la vérité soit établie sur ces différents sujets-là. S'il y en a qui ont fraudé, et si ces fraudes sont de nature à, en tout cas, entamer la crédibilité du scrutin, que les conséquences soient tirées, tout simplement. Mais il faut qu'au Burkina Faso,
on rompt définitivement avec la culture de la fraude électorale. Il faut qu'au Burkina Faso, on rompt définitivement avec les achats de conscience. Il faut qu'on rompe définitivement avec cette culture qui est antidémocratique. C'est ce que je peux dire et espérer simplement que l'ensemble donc des tests qui sont en vigueur dans le domaine seront mis en branle pour que Dame Safiatou Lopez ou tous ceux qui se sentent d'une façon ou d'une autre lésés par cette situation-là puissent avoir le cœur apaisé à travers une décision de justice, j'allais dire, équitable. Alors, des poids lourds du monde des affaires briguent cette fois-ci, en tout cas ouvertement, la présidente de la Chambre de commerce. Il y a Mamadi Savadogo Di Kadhafi, Apollinaire Compaoré, Adama Ouedraogo. C'est un signe des temps que l'institution consulaire se démocratise? Oui, déjà. C'est déjà ça. Vous l'avez dit. C'est la première fois qu'il y a des élections véritablement au niveau donc, de la Chambre de commerce parce qu'ils ont tous reconnu par le passé, c'était des désignations et il y avait des doyens qui étaient systématiquement choisis pour gérer la chose. Aujourd'hui, c'est un scrutin qui est ouvert, donc ces poids lourds sont là. Il y a plusieurs constats que je fais. Il y a ce volet donc, de démocratisation de cette institution qui est déjà très remarquable. Mais il y a également que je constate ici que les jeunes pousses du monde politique également, à l'instar des jeunes pousses du monde politique, malheureusement, ont fait long feu dans ce processus-là. Comme quoi, finalement, il y a une génération qui s'est accaparée, en tout cas, ce pouvoir économique-là. Et ce que nous souhaitons simplement, c'est que ces gens-là puissent se mettre dans la disposition de ce qu'on appelle les business angels et que de plus en plus, ils pensent à faire du give back, à donner à cette nouvelle génération qui arrive les moyens également de pouvoir constituer une famille économique burkinabé plus large parce qu'on sent que les moyens sont accumulés à un certain niveau, mais on sent également que les jeunes qui veulent entreprendre sont dans la disette. On invite ces aînés-là, au-delà de leurs ambitions pour être président, de commencer par travailler eux-mêmes directement avec les jeunes pour montrer aux jeunes qu'ils sont dans les bonnes dispositions pour les faire progresser parce qu'on ne va pas à la présidence de la Chambre de commerce juste pour rester dans un cercle d'amis. Il faut aller à la Chambre de commerce pour faire en sorte que des jeunes pousses du monde des affaires au Burkina Faso puissent connaître le jour. Et tant qu'ils n'auront pas cet esprit de business angel, tant qu'ils seront simplement un cercle d'amis multimilliardaires qui se complaisent dans leur situation et qui regardent avec dédain une autre génération qui souffre, ils ne serviront à rien, tout simplement. Alors, on termine cet entretien en revenant sur l'international avec le second tour des primaires de la droite et du centre en France. Actuellement, en tout cas, les jeux sont faits. L'enjeu du scrutin, à en croire la plupart des analystes, c'est quasiment la désignation du vainqueur de la présidentielle française de 2017. C'est une analyse que vous partagez? Je dirais qu'il y a également ceux qui pensent que selon le profil du candidat de la droite qui serait choisi, l'actuel président François Hollande aurait plus ou moins de chances de pouvoir rébeloter. Certains pensent même que Fillon est le candidat idéal pour François Hollande pour pouvoir rébeloter. Parce que c'est vrai que Juppé a une position plutôt centriste et Fillon a proposé aux Français, j'allais dire, le libéralisme de sa forme qui effraie le plus une partie de la France. Et le président François Hollande pourrait justement se fonder là-dessus quand vous invitez les Français à travailler beaucoup plus, et pas pour gagner forcément beaucoup plus, c'est effrayant pour une partie de la France. Quand vous voulez mettre au chômage 500 000 fonctionnaires, c'est effrayant pour une partie de la France. Je ne dis pas systématiquement que Fillon a tort. Ce que je dis, c'est que c'est effrayant pour une partie de la France et le président François Hollande pourrait jouer sur cette peur-là pour finalement retourner l'électorat vers lui. Donc je pense que c'est déjà très bien tout ce qui s'est passé. Et c'est un exemple également de démocratie interne dans les partis politiques. Vous avez vu la primaire, comment elle s'est déroulée donc, au niveau de la droite. C'est un exemple de démocratie que sous nos cieux nous devons le copier. Mais souhaitons simplement que la droite trouve son bon candidat et souhaitons que le processus ensuite se passe de la meilleure des façons et que la France se choisisse son leader à l'instar des autres pays du monde pour que ensemble donc nous puissions continuer donc de développer l'humanité. Sur la brèche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci M. Kanazoué d'être passé nous voir. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Tout de suite, le journal de 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.